Ce podcast vous est présenté par l'agence Matoons, agence créative et tech spécialisée dans les contenus à fort impact. Vous avez un projet audio, vidéo, digital? Contactez-nous. contact@matoons.fr. Bonne écoute. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bienvenue pour ce 44e numéro du podcast EdTech France, un podcast 100% EdTech et 100% français. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au micro un entrepreneur tech qui a vécu plusieurs vies dans plusieurs mondes professionnels. Fondateur de Klind, assistant virtuel pour l'apprentissage sur mobile, investisseur dans les succès tech d'aujourd'hui et de demain, et auteur du livre Get Shit Done. J'ai nommé Gilles Chetela, membre EdTech France, pour parler ensemble de lifelong learning, d'intelligence artificielle et de son activité de business angel dans la EdTech, filière qu'il connaît très bien et depuis longtemps. Bonjour Gilles. Salut Anne-Charlotte. Bon, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est moi qui te remercie vu tout ce qui se passe. Je sais que tu es très occupé. Ça bouillonne dans la filière EdTech. Et tu vas nous parler un petit peu de ta dernière aventure entrepreneuriale et ce que tu fais au quotidien chez Klind. Mais avant toute chose, moi je te connais, mais les auditeurs et auditrices ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais d'abord revenir un peu sur ton parcours, Gilles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, et comme ça, ça nous en dira un peu plus sur ta vision du monde et de l'entrepreneuriat. Bien sûr, merci. D'abord, je suis ravi de prendre du temps pour être sur ce podcast. Je suis un passionné d'éducation et de tech dans l'éducation. Donc, c'est avec plaisir. Et pour me présenter rapidement, je suis donc un entrepreneur qui est ce qu'on appelle un entrepreneur en série maintenant, puisque j'en suis à ma deuxième startup en tant que fondateur. Je suis né en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une petite île au milieu du Pacifique, pas très loin de l'Australie, de l'autre côté de la Terre par rapport à la France. Et j'ai grandi dans une région de volcans qui s'appelle l'Auvergne, à Clermont-Ferrand, donc le berceau d'une société que tout le monde connaît qui s'appelle Michelin, où j'ai passé mon bac, un bac scientifique à l'époque, pour rejoindre la filière prépa. Je détaille un peu parce que je sais que vous êtes dans l'éducation. On détaille, et surtout, tu sais, ça forme quand même après le reste de ton parcours ces années-là, et de la Nouvelle-Calédonie à l'Auvergne, c'est pas commun. Alors on écoute avec attention. C'est vrai, donc, et prépa pour intégrer l'école, la grande école qui était la plus proche de chez moi en commerce, qui était l'ESC Clermont, avec qui j'ai gardé pas mal de liens, on y reviendra, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse que m'avait accordée un ancien président qui était Valéry Giscard d'Estaing, qui était impliqué dans la région, qui m'a permis d'aller passer un MBA aux États-Unis, à Georgia Tech, donc dans une ville qui s'appelle Atlanta, qui allait accueillir peu après mon passage les Jeux Olympiques. Et c'est là-bas que j'ai découvert, comme son nom l'indique, la tech. Voilà, ça c'est la partie étudiant. S'en est suivi en très rapide 10 ans à peu près de salariat dans des grands groupes dans l'industrie des télécommunications, donc les hautes technologies, où j'ai développé des talents de ce qu'on va dire de super commercial, parce que c'était des grands comptes avec des gros deals en termes de montant de vente et assez stratégiques. Voilà, à l'international, en Europe et en France. Et puis après ça, en 2009, j'ai fait le saut dans le monde de l'entrepreneuriat en montant ma première startup qui s'appelait Sticky Ads. J'en parle au passé parce cette startup, en moins de 7 ans, a été revendue au géant américain Comcast. Et suite à ça, j'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle Get Shit Done, qui raconte cette aventure d'entrepreneuriat, plutôt la face humaine de l'entreprise, ce qui me caractérise un peu. Donc voilà, cette première expérience d'écriture m'a vraiment apporté beaucoup de choses sur le plan personnel et aussi un peu professionnel, puisque je me suis rendu compte que
la lecture et l'écriture, c'était quelque chose d'important dans ma vie, mais aussi dans l'existence de pas mal de gens, et que j'envisageais d'en faire un business. Donc, ce qui a donné naissance à ma nouvelle startup qui s'appelle Clangd, qui est, on va y revenir également, mais qui est une app mobile qui permet de lire moins et de retenir plus. Tu nous as dit plein de choses, là tu viens de condenser 15 ans d'existence en 1 minute de parole. Du coup, je vais revenir sur les différentes étapes, mais c'est très intéressant de voir comment tu lis chaque étape les unes entre les autres, pardon. Est-ce que tu peux revenir sur le moment où tu bascules justement dans l'univers de la tech, parce qu'on était quand même assez tôt dans les années 2000. Est-ce que tu te souviens de ce moment où précisément tu t'es dit les nouvelles technologies c'est pour moi, ou est-ce que c'est plutôt une période de ta vie de manière plus générale? En fait, il faut se resituer dans le contexte. Alors, je vais sans doute passer pour un vieux dinosaure auprès de certains auditeurs, mais en fait, effectivement, dans les années 90, il n'y avait pas les startups, pas encore tout à fait. Par contre, il y avait des industries où il y avait beaucoup d'innovation. Et à l'époque, l'industrie des télécommunications, donc avant les réseaux mobiles, avant l'Internet haut débit, en fait, c'est une phase qui apportait plein de promesses en fait d'un monde nouveau, qui allait ouvrir plein d'innovations à la fois sur la manière de communiquer, avec l'écrit, avec la vidéo, avec l'audio, mais d'une autre manière que ce qu'on connaissait auparavant, et une autre manière de s'occuper, avec ce qui allait donner naissance plus tard aux réseaux sociaux, à une consommation digitale de contenu audio, à une consommation digitale de contenu vidéo, si on pense à Spotify et à Netflix notamment. Donc, moi, à l'époque, j'avais le sentiment qu'il y avait énormément de disruption, comme on appelle ça, qui allait se produire grâce au monde des télécoms, et j'avais envie de rejoindre ce monde-là dès le début. Et du coup, tu l'as rejoint aux États-Unis ou en France? Non, alors je l'ai découvert aux États-Unis, parce que quand j'ai fait Georgia Tech, l'une des premières choses qu'on m'ait donné en tant qu'étudiant, c'est une adresse email. Et c'est là que je vais passer pour un vieux dinosaure, c'est que ça n'existait pas en fait le mail. En Europe, très peu de gens savaient ce que c'était. On m'a donné une adresse email, donc .edu à l'époque. J'ai demandé à quoi ça servait, puis j'ai vite compris à quoi ça servait. Et en fait, tout de suite après, j'ai dû enchaîner sur un stage en entreprise que j'ai fait à l'époque chez Alcatel. Alcatel s'appelle maintenant, après plusieurs passages sous diverses formes, s'appelle Nokia. Et à l'époque, il faut savoir que c'était une industrie qui était pionnière et très intéressante en fait. Et Alcatel faisait partie de ces sociétés françaises qui étaient leaders mondiales de leur secteur. Donc voilà, donc j'ai rejoint Alcatel en me disant que j'aimerais contribuer donc à la construction de ce nouveau monde de communication, à la fois la construction des réseaux mobiles et des réseaux fixes haut débit, alors qu'à l'époque ça n'existait pas. Mais c'est vrai, c'était hyper innovant à l'époque, et même le déploiement en Europe, toi aussi tu as travaillé sur cet aspect-là, sur comment on passe d'un marché à un autre, comment on exporte une solution. C'était une partie de ton travail sur la fin. Oui, exactement. Alors au début, je vais passer très vite, mais j'ai pu découvrir grâce à Alcatel, qui était une multinationale, ce marché à plusieurs endroits du monde, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, en Europe. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisé vraiment sur la vente aux opérateurs, pour ne m'occuper que d'un grand compte, qui était un compte français. Et donc, ce qui était les prémices des SFR à l'époque, qui construisait son réseau mobile et qui allait bientôt construire son réseau d'infrastructures haut débit fixe. Donc voilà, j'ai découvert le métier sous différentes facettes, et en fait les deux compétences que j'ai vraiment développées, c'est une compétence de vente stratégique à des grands comptes, puisque on vendait en fait les moyens à ces opérateurs télécoms comme SFR de faire leur business, en fait, de faire tourner leur activité. Donc c'est quelque chose de résolument stratégique pour eux. Et donc j'ai découvert aussi comment faire ça dans un contexte international.
dans un premier temps parce que avant de laisser faire, comme j'ai dit, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pu découvrir comment on vendait ces solutions dans d'autres géographies et dans d'autres pays. Et aussi parce que c'était un business très global où il y avait une partie des équipements qu'on vendait à nos clients qui étaient fabriqués à l'étranger par Alcatel ou des constructeurs partenaires. Donc j'ai découvert vraiment toute cette industrie et c'est encore un super souvenir parce que c'était une très très grande innovation à l'époque avec des systèmes à la fois logiciels et matériels à vendre qui étaient avec des performances complètement dingues en termes on va dire quantitatifs, en termes de nombre d'opérations traitées par seconde, en termes de stabilité. Voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on fait d'autres choses tout aussi innovantes pour l'époque actuelle, mais ce que je trouve hyper intéressant dans cette expérience, c'est surtout la fibre commerciale que ça t'a inculquée. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est pour toi un bon sales, un bon commercial, sachant que c'est d'autant plus important pour des jeunes startups qui se lancent que de recruter le premier bon sales. Du coup, je sais que tu as plein de conseils sur comment être un bon entrepreneur, mais sur cet aspect-là, c'est quoi pour toi un bon sales dans la tech, plus spécifiquement ? Alors, un bon sales dans la tech, c'est difficile de donner une réponse qui résume tout parce que il y a plein de domaines de vente différents, qu'on fasse de la vente consumer, B2B, petit compte, compte moyen, grand compte. Moi, j'ai vraiment développé cette compétence de vente en grand compte que j'ai mise à profit plus tard. Mais en tout cas, si j'essaie de faire un résumé de ce qui peut être pertinent, quel que soit le domaine, je pense qu'un commercial, avant tout, doit être résolument tourné vers le résultat et maîtriser les processus et les techniques de vente qui vont lui permettre d'atteindre son résultat, c'est-à-dire de signer des contrats et d'augmenter le chiffre d'affaires qu'il produit avec ses clients. Donc j'ai embauché plein de commerciaux, évidemment, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine et en fait, je me suis rendu compte que ça revenait toujours à l'essentiel. Le meilleur commercial du monde, c'est celui qui a des résultats, en fait. Je faisais parfois des parallèles avec le sport. Voilà, quel que soit le sport que vous aimez, si vous êtes sensible au sport, il y a une notion de résultat et c'est impossible d'être le meilleur attaquant au football du monde sans marquer de but. Donc, en fait, commercial, c'est aussi un peu la même chose. Donc, il faut avoir cette notion de résultat et qu'on soit commercial, on sait et on doit accepter d'être évalué sur ce résultat très quantitatif. Et si on manage des équipes de vente, c'est la même chose, on doit atteindre ce résultat. Alors après, on peut rentrer dans plein de détails sur les phases de vente, les commerciaux qui sont plus orientés sur ce qu'on appelle le haut de l'entonnoir, pour trouver des opportunités, et ceux qui sont plus qui sont meilleurs sur le bas de l'entonnoir pour signer ces opportunités. Mais bon, les fondamentaux, c'est quand même très tourné vers le résultat. Ouais, c'est passionnant et on refera peut-être un épisode sur ça, sur ton savoir-faire en termes de recrutement. C'est un très bon sujet par rapport à l'éducation, parce qu'il y a notamment en France pas mal de formations spécialisées qui se concentrent sur les métiers de la vente et je pense que c'est bien. Ça remet au goût du jour ce que ça veut dire que d'être vendeur, d'être performant dans différents environnements. Il y a plein de choses. C'est un sujet à part entière, tu as raison. Complètement, et qui s'adapte aussi à tous les âges. Il n'y a pas que dans la formation professionnelle qu'on devrait apprendre à vendre. Il y a plein de choses à faire aussi sur la formation initiale. Oui, puis c'est un métier, juste pour conclure, c'est un métier noble. Alors, on se connaît un petit peu, tu as compris que pour moi, la composante humaine, c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, oui, vendre, c'est transactionnel, il y a un résultat, mais c'est une question d'humain, en fait, de se comprendre, s'écouter, comprendre ce qui est important pour l'autre, de trouver un compromis. Et moi, je trouve que cette partie de ce métier est assez noble. Complètement, et surtout, tu n'auras jamais de meilleurs ambassadeurs que tes commerciaux. Donc, autant bien les choisir, bien les former et bien les accompagner. Et oui, c'est complètement d'accord. J'enchaîne, je reviens sur la partie Silicon Valley de ton parcours parce que donc, tu pars une première fois aux US, tu vas à Atlanta dans la belle université à la petite abeille de Georgia Tech, tu reviens en France et ensuite tu repars. Et tu repars pour un projet entrepreneurial. Du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que
tu as envie de repartir aux US à ce moment-là. Qu'est-ce que tu y trouves et qu'est-ce que tu as en tête quand tu repars là-bas? Alors effectivement, j'avais vécu en tant qu'étudiant une année bien intense aux États-Unis pour passer mon MBA. Pourquoi c'était intense? Parce qu'un MBA, normalement, c'est 2 ans. Et moi, l'accord qu'il y avait entre les deux institutions, c'est que je devais avoir 75%, valider 75% de mes crédits MBA en une année pour l'obtenir, ce que j'ai fait. Et en fait, j'avais eu une première exposition à la culture américaine qui me laissait on va dire, une envie d'y revenir et de découvrir la partie professionnelle en fait des États-Unis. Effectivement, alors j'ai pas vécu aux États-Unis la seconde fois. Par contre, j'ai travaillé pour un employeur de la Silicon Valley, donc Redback Networks, une société de télécom qui était concurrente de Cisco à l'époque et qui s'est fait racheter par Ericsson quand j'y étais. Et donc, pour cette société, je m'occupais d'une partie du business en Europe. Et effectivement, à cette occasion, j'ai dû aller plusieurs fois, très régulièrement, dans la Silicon Valley, à San Francisco et à San José en l'occurrence, pour emmener mes clients et pour rencontrer les équipes qui développaient les solutions que je vendais. Donc j'ai eu une exposition au début des années 2000 sur qu'est-ce que c'était que la Silicon Valley, qu'est-ce que c'est que développer dans la Silicon Valley, qu'est-ce que fait un ingénieur dans la Silicon Valley, combien ça coûte, comment il résonne. Et ça a été vraiment, c'était exactement ce que je voulais y trouver, avoir une exposition aussi à la culture américaine. Qu'est-ce que c'est que travailler pour un employeur américain avec la culture de la performance, justement, quand on parle de vendeurs qui est très très valorisé chez eux. Et donc ça a été fabuleux. Je me suis aussi rendu compte qu'en France, on n'avait pas à rougir sur les talents et les formations qui nous permettent d'avoir les meilleurs ingénieurs au monde, même quand on les compare à ceux de la Silicon Valley. Complètement, et c'est aussi le premier moment où tu fais face à l'hypercroissance au monde des startups. Exactement, ouais. L'hypercroissance, je l'ai vécu en tant que salarié pour cette société-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des clients avec qui on grossit la taille de business d'année en année, avoir des équipes qu'il faut compléter constamment parce que vous avez un business qui s'étend. Au début, je m'occupais de la France, après pour cette société, après j'ai dû ouvrir et m'occuper de bureaux avec des équipes qui étaient localisées aussi bien aux Pays-Bas qu'en Turquie ou en Italie. Donc avec un scope qui était ce qu'on appelle l'Europe du Sud à l'époque, mais qui montait quand même très haut dans l'Europe. Et donc apprendre à recruter et délivrer cette croissance de chiffre d'affaires pour un employeur dans la haute technologie, c'est ce que j'ai découvert. Et est-ce que c'est ça qui te donne envie d'entreprendre ou tu avais déjà cette envie-là au fond de toi avant de rejoindre cet univers des startups, ou c'est vraiment face à toute cette émulation et l'effervescence que j'imagine très bien dans la Silicon Valley à cette époque que tu t'es dit ok, j'ai envie de faire ça, la prochaine c'est la mienne? Alors c'est facile de refaire les histoires a posteriori, mais je pense que j'ai toujours eu cette flamme en moi qui me disait que j'avais envie de passer à l'entrepreneuriat un jour. Certainement que les expériences en Silicon Valley m'ont forgé cette conviction. Après, vu que j'ai toujours été un gros bosseur, en fait, il y a forcément un moment quand on est dans une carrière de salarié qui fonctionne bien. Moi, j'ai toujours été dans des situations en tant que salarié où ça se passait bien, j'étais promu. Et il y avait toujours possibilité d'aller plus haut. Au bout d'un moment, on se dit, quitte à travailler beaucoup, sans compter, et à réussir, est-ce qu'il n'y a pas un environnement à tenter qui valorise aussi le fait qu'on travaille beaucoup, et par contre, le reward, certes le risque aussi, peut être plus élevé puisque vous êtes maître et détenteur des parts de votre société quand vous en créez une. Donc, moi, c'est cette réflexion de challenge et d'aller un cran plus loin qui m'a motivé à devenir et à sauter dans l'entrepreneuriat. Et c'est aussi une histoire de rencontre, non? Parce que souvent, les entrepreneurs t'expliquent le moment où ils se sont lancés, quand ils rencontrent l'associé avec qui ils avaient envie de se lancer. Et je crois que pour toi, c'est aussi ça.
Oui, c'est sûr. La rencontre avec Hervé Brunet, à l'époque, avec qui on a monté Stickaz, a été déterminante. C'est d'ailleurs lui qui m'a incité, qui m'a invité entre guillemets à dire moi j'aimerais monter un business et j'aimerais le monter avec toi. Et donc c'est ce que j'ai accepté de faire avec lui. Et certainement que s'il n'avait pas posé cette question et mis cette opportunité en face, une opportunité de vie professionnelle, peut-être que je n'aurais pas sauté le pas ou je l'aurais fait plus tard avec quelqu'un d'autre, peut-être avec moins de succès d'ailleurs. Donc effectivement, les rencontres sont déterminantes. Mais c'est vrai qu'avant cette rencontre, on m'avait déjà dit que j'avais été exposé, en fait, les startups, il y avait beaucoup de nouvelles entreprises dans les télécoms à l'époque en France. C'était une époque où les nouvelles sociétés opéraient dans un contexte de dérégulation du monde des télécoms. Et j'avais déjà vu ces sociétés-là et on m'avait déjà dit très tôt et très jeune que je pouvais faire mieux que salarié. Et j'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire à l'époque. Si, la première fois que je t'ai rencontré, Gilles, je me suis dit que tu étais tout à fait à ta place dans le rôle de l'entrepreneur. Pour ceux qui connaissent pas Gilles, c'est un peu l'entrepreneur parfait, mais il nous l'expliquera après. Je sais pas. Merci, c'est flatteur. Et pour revenir sur l'industrie dans laquelle tu te lances la première fois, c'est celle de la publicité en ligne. Moi, je le connais bien parce que je suis passée par Criteo, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est un peu les prémices de cette industrie. Est-ce que tu peux revenir sur ce choix et qu'est-ce que tu en as pensé et je sais qu'en plus, c'était un business très B2B, alors que là, tu es quand même sur du B2C. Donc peut-être avoir un peu une analyse de ce marché, pourquoi tu y es allé et qu'est-ce que tu en tires comme leçon pour l'expérience actuelle que tu es en train de vivre. Alors oui, avant, je vais t'en parler, mais en fait, ça fait un lien avec ce qu'on s'est dit avant. Ma vie de salarié dans les télécoms, j'avais développé des compétences de vente en grand compte et à l'international, dans des contextes de forte innovation et forte croissance. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'industrie de la pub digitale. Par contre, l'industrie de la pub digitale, au moment où on envisage de se lancer dans ce domaine en 2009, elle est déjà en forte croissance avec une belle promesse de dépasser l'industrie de la publicité offline, ce qui est le cas maintenant, mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc, offline, c'est traditionnel, TV, radio, print, etc. Pour les non-initiés. Exactement. Et en fait, la publicité présentait en tant que secteur un atout de taille, c'est que c'est une industrie très innovante. Donc, pour décrire aux personnes qui connaissent moins cette industrie que toi, c'est une industrie où, si vous êtes par exemple en agence publicitaire en train d'acheter du média pour un annonceur, je sais pas, Citroën ou Coca-Cola par exemple, chaque année, en général, l'acheteur a un pourcentage d'investissement réalisé sur des nouveautés, en fait, des nouvelles manières d'acheter, des nouveaux supports. Et ça, on l'a découvert, mais c'est quelque chose qui nous a ouvert la porte de cette industrie alors qu'on n'avait pas d'expérience ni dans la publicité ni les médias. Et ce qu'on a identifié à l'époque, c'est qu'effectivement, on regardait Criteo comme un bel exemple à suivre, mais nous, quand on est arrivé en 2009, on était aux prémices de ce qui allait être la révolution de la publicité vidéo. Donc, et de la consommation en fait en ligne de vidéo. À l'époque, effectivement, la première investiture de Barack Obama en tant que président a été plus vue en ligne sur YouTube à l'époque qu'à la télé. Ensuite, il y a eu le saut dans l'espace là de, je crois, Félix Baumgartner, qui a été aussi un deuxième élément marquant d'un changement de consommation en fait de la vidéo. Et avec ce changement en fait important dans la consommation média vidéo, évidemment est arrivée une opportunité publicitaire pour adosser de la publicité vidéo à la consommation de ces contenus vidéo. Et c'est ce qu'on a permis de faire avec Sticky Ads. Et c'était que le début de la compréhension du boom de la vidéo, parce que ça n'a fait que s'accélérer depuis ce moment. C'était le tout début, ouais. C'était le tout début, et c'est une industrie qui est devenue mature depuis et qui a énormément évolué depuis qu'on a lancé Sticky Ads. Mais voilà, il faut se rendre compte nous, on a été un petit peu bénéficiaire d'un constat à l'époque, c'est que le trading média, donc achat-vente d'espaces publicitaires sur Internet, en fait,
c'était une époque où c'était fait avec des PowerPoint et des discussions entre acheteurs et vendeurs en agence. Ça paraît complètement dingue. Ouais. Et ça paraît dingue et ça nous a un peu surpris. Et donc, avec Hervé, vu qu'on avait un background tech, on s'est dit, il doit y avoir moyen de rendre ces processus-là beaucoup plus automatiques et scalables, de manière à ce que ça puisse être fait aux enchères et de manière relativement automatisée. Et donc, c'est ce que Sticky Ads a opéré en fait dans la publicité vidéo. C'est l'automatisation de ce trading publicitaire vidéo. Exactement, et même si vous étiez inconnu du grand public, vous vous faites repérer rapidement par Comcast et vous vous faites racheter. Je sais que c'est toujours une grande étape de la vie d'un entrepreneur que de décider de se faire racheter. Et tu as vécu donc l'exit de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu déjà et quelles leçons t'en as tirées? Parce que je sais que maintenant tu fais plein d'exits tout le temps de l'autre côté de la barrière. mais je sais que c'est un vrai temps fort et que c'est pas forcément bien vécu. Ça peut être très bien vécu comme moins bien. Et comme en plus ça, c'est un gros rachat, c'est assez passionnant de t'écouter là-dessus. En fait, l'exit, je me suis rendu compte, ça a été un des éléments qui m'a motivé à écrire le livre Get Shit Done, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de littérature qui parlait de l'exit. Et tu vois, pour être très honnête, même aujourd'hui, là, on est en 2021, c'est assez difficile pour moi de comprendre ce que l'opinion publique ou ce que même les start-upers, donc les personnes de la tech, pensent des exits. Nous, à l'époque, quand on a monté Sticky Ads avec Hervé, c'était clairement un objectif patrimonial, hein. Comme je l'ai expliqué, ça fonctionnait bien, on était très bien payé en tant que salarié dans notre ancienne vie. On s'est dit peut-être qu'on peut faire un coup en étant entrepreneur. Et les startups, c'est le début, hein. Il y avait très peu de fonds d'investissement en 2009. En 10 ans, l'environnement a complètement changé, et plutôt en bien d'ailleurs. Et donc voilà. Et donc on a effectivement très vite monté Sticky Ads d'une société avec 2 fondateurs et une moitié de bureaux dans Paris à un leader européen dans le domaine de la publicité vidéo programmatique, comme ça s'appelait. Et on s'est fait repérer assez vite par les Américains. Alors ce que ça fait, j'en parle dans le livre, mais effectivement c'est un sentiment très ambivalent, puisque à la fois vous êtes évidemment très fier et content de mettre un point final à une aventure professionnelle à très haute intensité pendant laquelle il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte que votre travail, en fait. Quand on est employeur et cofondateur d'une start-up, c'est difficile de s'aménager des temps off dans la tête, de se dire je suis en vacances ou je ne travaille pas la nuit ou je ne travaille pas le week-end. Que vous le souhaitiez ou non, vous êtes toujours un peu connecté à votre environnement professionnel. Et donc là, la première réaction, c'est de se dire qu'on a une grande fierté et un grand sentiment positif d'accomplissement. Après, évidemment, comme toute atteinte d'un objectif qu'on s'est fixé très haut, une fois qu'on l'atteint, c'est pas évident de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Donc effectivement, il y a un autre sentiment, l'autre facette d'un tel accomplissement, c'est que on ressent un certain vertige à se dire on a atteint l'objectif, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et t'as le vertige même quand le process dure aussi longtemps, en général ça dure quand même 1 an, voire même 1 an et demi. Toi, je sais que ça a été assez long, ce process de rachat. T'as quand même le vertige quand t'as des process de rachat aussi longs? T'as quand même le vertige, parce que le process de rachat, plus il est long, plus on se dit que ça peut ne pas aboutir, hein. Il y a énormément de process de rachat ou de vente qui finalement se concrétisent pas ou ont des aléas qui font que ça ne se fait pas. Donc c'est pas forcément rassurant. Bien sûr, c'est rassurant d'être très courtisé, hein. C'est pour nous, on était très courtisé parce que la société allait très bien, hein. C'était une vente qui s'est produite alors qu'on n'était pas vendeur, hein. La boîte fonctionnait tellement bien qu'on venait nous solliciter. Mais vu que vous êtes du coup dans un process permanent de discussion sur la vente, la non-vente, qu'est-ce qu'on fait après, quel est le scénario stratégique avec l'acquéreur,
que c'est difficile de se projeter en fait. Parce qu'une fois que c'est pas signé, en bon commercial que je suis, une fois que c'est pas signé, il n'y a pas de deal. Donc forcément, une fois que c'est signé vraiment, on se dit ah ben mince, c'est vraiment signé. Qu'est-ce que je fais? Et donc il y a forcément ce sentiment de vertige. Et si on dissocie la dimension financière, où bien évidemment, tu l'as dit, tu as été courtisé, donc j'imagine que cet aspect-là s'est bien passé pour vous. Si on dissocie cet aspect-là de l'aspect équipe et justement gestion des équipes post-rachat, qu'est-ce que tu as appris de cet exit? Comment ça s'est passé pour vous? En fait, j'ai appris que il y a deux façons d'évaluer le succès d'une exit, je pense. Il y a la dimension financière. Et effectivement, si je parle des acquéreurs, ils ont réussi une belle opération avec Sticky Ads parce que, sans trahir de secret, on a continué à produire une forte croissance après l'acquisition. Et donc, ce qui a permis de rendre, on va dire, toute la rationnelle, tous les éléments qui motivaient cette transaction, complètement réels. Donc l'acquéreur a réalisé une belle opération de ce côté-là. Après, il y a l'aspect humain qu'on a, sans expérience là-dessus, on a un petit peu découvert sur le tard, puisque là, ça peut moins bien se passer. Donc, je ne vais pas trop dévoiler de secrets ou d'insider information, parce que voilà. Sticky Ads fait partie d'un groupe maintenant qui existe et je pense que c'est à eux de raconter l'histoire, mais je me suis rendu compte que forcément quand vous cédez votre société, vous n'avez plus les clés de la maison et vous acceptez de ne plus être en contrôle de ce qu'on fait des équipes et ça peut créer des situations où il y a un bureau qui est fermé et que vous êtes plus ou moins d'accord, ou vous avez été plus ou moins consulté. Et ça, c'est assez difficile à vivre. Donc tout ça, après, il faut, avec le recul, c'est facile à dire, mais on l'a appris. Moi, j'en suis conscient. Ça a été un des enseignements. J'ai aussi compris comment réaliser une vente. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut penser quand on vend. Quels sont les différents scénarios qu'il faut évoquer sur qui prend le contrôle, quelle est l'entité qui vous acquiert, parce que Comcast, c'est un grand groupe, on a été racheté par une entreprise au sein de Comcast. Voilà, il y a plein d'éléments que moi j'ai appris sur comment faire une transaction et pour qu'elle se passe bien et que vous soyez maître de votre destinée ensuite, que vous souhaitiez ou non partir de cette entreprise qui vous a racheté. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu apprendre et finalement quand on regarde de près, il y a assez peu d'entrepreneurs qui ont cette expérience-là sur le marché français tout du moins. Complètement, et c'est pour ça que c'est extrêmement précieux que tu sois maintenant de l'autre côté de la barrière avec ton activité d'angel investor dans plein de domaines d'ailleurs qui ne sont pas que ceux de la tech. Il y a la medtech, il y a plein d'autres choses dont tu vas nous parler. Et d'ailleurs, avant de peut-être revenir sur tes autres investissements et pourquoi tu fais ça, si tu pouvais faire le lien avec justement l'exit en tant qu'investisseur versus un exit en tant qu'entrepreneur, parce que je sais que récemment, il s'est passé plein de choses à ce niveau-là pour toi. Oui, c'est forcément pas pareil. Hein. Je pense qu'on emploie le même mot pour deux sentiments et deux situations très différentes. Exit en tant qu'entrepreneur, il y a une partie, comme je le décrivais un peu, finalement assez émotionnelle, parce que vous avez consacré 100% de votre temps et de votre énergie à un projet qui passe dans les mains de quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, en tant qu'investisseur, si vous investissez, c'est que vous souhaitez accompagner financièrement et plus un projet auquel vous croyez, qui est opéré par une équipe en laquelle vous avez toute confiance et qui décide un jour soit de se vendre, soit d'entrer en bourse, soit de réaliser une méga levée de fonds qui va faire que ça peut être assimilé à une exit. Et là, en fait, le sentiment, c'est avant tout une grande fierté, non pas pour la partie financière. On est toujours content de faire un bon investissement, mais surtout une grande fierté d'avoir permis à une équipe de suivre les traces de ce que vous aviez semé en étant entrepreneur avant eux, dans des domaines de la tech également, même si c'était pas forcément le même domaine. Donc beaucoup de fierté dans le deuxième cas.
Et du coup, tu crois à quel type de projet agile? Dans quel type de business tu Alors investis? moi, ouais, si je suis ici dans ce podcast, c'est parce que effectivement, depuis plus de 5 ans, je me suis d'abord intéressé à tout ce qu'on appelait les business de l'impact. Alors maintenant, on en parle beaucoup. Donc, aussi bien l'économie sociale et solidaire que tout ce qui touche autour d'entreprendre pour le bien-être des populations et de la planète. Ça paraît être très lieu commun, mais il y a 5 ans, et on n'était pas beaucoup à regarder. Et je fais partie je pense, ces précurseurs. Et ça m'a très vite emmené sur l'éducation et comprendre que c'était un domaine où je voyais des ponts déjà avec ce que j'ai fait, même si j'étais pas entrepreneur de l'éducation. Toute la partie RH Tech notamment, voilà, j'ai été assez sensible à ça. Donc j'ai investi effectivement dans des sociétés qui sont, on va dire, à l'intersection de l'éducation, des RH et de ce qui s'intéresse à ce qu'on appelle le lifelong learning en anglais, donc la formation continue ou l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc voilà, donc pour donner quelques exemples, j'ai investi dans une quinzaine de sociétés en direct. J'ai aussi investi dans pas mal de sociétés en indirect via des fonds d'investissement. Et pour les projets dont je peux parler ici et qui peuvent faire du sens par rapport à l'éducation, effectivement, on parlait d'exit parce que j'étais un des premiers investisseurs, je pense, de la société Lalilo, là, qui s'est revendue début 2021 à Renaissance de Learning. Lalilo, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était Tout le monde connaît. tout le monde connaît. C'est un assistant en ligne pour permettre aux enfants et à leurs instituteurs d'apprendre à lire et à écrire en français, en anglais, le mieux, on va dire, grâce à l'IA. Et plus récemment, j'ai accompagné aussi, j'accompagne encore Chloé dans Adatech School. Donc Chloé, elle s'attache à monter et à créer une école de code qui soit inclusive. Donc voilà, ces deux exemples, ça illustre un petit peu mon engagement sur à la fois l'éducation, l'impact et à l'intersection de la tech. Complètement, et c'est passionnant parce que tu prends éducation au sens large, ce qu'on fait dans EdTech Education, qui est l'apprentissage tout au long de la vie, et surtout avec ton axe très tech. Et c'est vrai qu'on nous sommes qu'au début de ce que le machine learning va nous permettre de faire en termes de personnalisation de l'apprentissage, et tu reviendras dessus plus tard, mais c'est vrai que c'est des sujets absolument passionnants, et c'est vrai que je prêche pour ma paroisse, mais tout de même, il se passe beaucoup de choses. Et je sais que tu aimes beaucoup tracer donc des liens entre les mondes, investisseurs, start-up, industriels, mais aussi avec tout ce qui est enseignement supérieur. Tu fais partie du réseau de Tech France, tu fais partie de plein d'autres communautés. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton lien avec notamment la ville de Clermont, la French Tech de Clermont, si je dis pas de bêtises, ouais. Parce que c'est vrai que tu as un profil de connecteur de plein d'univers différents. Écoute, moi déjà, l'éducation, pourquoi ça... Parce que j'adore apprendre. Moi, le fondement de ma vocation d'entrepreneur, c'est que j'adore apprendre, et je pense que quand on est entrepreneur, en particulier dans la tech, hein, où il y a beaucoup d'innovation, on se doit d'être constamment en situation d'apprendre soi-même. Donc, l'éducation et le sujet qui concerne l'éducation tout au long de la vie me parle parce que, alors c'est moins vrai maintenant, et tant mieux, mais je suis issu d'une génération où on investissait beaucoup dans sa propre éducation, voilà, jusqu'à la fin de ses études supérieures quand on en faisait, puis après plus beaucoup. Et maintenant, on se rend compte aujourd'hui que c'est fondamental d'être constamment soi-même, chaque individu en contrôle et intentionnel par rapport au souhait et la volonté de se former tout au long de la vie. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de m'intéresser à tous ces domaines de la formation que j'appellerais higher head et further head, donc tout ce qui est enseignement supérieur et tout ce qui est ce qu'on appelle la formation continue ou professionnelle en France, parce que ce gap-là on va dire, pour permettre d'avoir plus d'investissement tout au long d'une vie sur ses compétences, me paraît fondamental aujourd'hui. Et donc j'ai voulu toujours garder des liens effectivement avec les écoles qui m'avaient accueilli quand j'étais étudiant, donc l'ESC Clermont et aussi Georgia Tech,
Donc le SC Clermont, je suis toujours resté très proche. Ça me permet de développer je pense, une vraie compréhension de comment fonctionne une école de l'enseignement supérieur en France, avec les contraintes auxquelles elles sont soumises sous le ministère de l'enseignement supérieur, pardon. Et puis Georgia Tech, c'est un cas intéressant parce que Georgia Tech a une entité en France qui s'appelle Georgia Tech Lorraine, et donc qui m'a permis de comprendre aussi comment une institution américaine, une grosse université américaine, parce que Georgia Tech, c'est l'un des plus gros, on va dire, faiseurs d'ingénieurs par année aux États-Unis, comprendre comment elle envisageait l'international, son financement, son innovation, puisque je fais partie du board de Georgia Tech Lorraine. Donc voilà, ces ponts-là entre l'enseignement sup, la formation continue, l'innovation, la tech et l'univers des startups, effectivement la French Tech Clermont-Auvergne. Puis voilà, je fais aussi partie de France Digital et du Galion Project. Donc j'ai un pied à la fois dans le monde entrepreneur, dans le milieu de l'enseignement, et je cultive ces ponts-là parce que je pense qu'ils ont énormément à s'apporter l'un à l'autre. Mais c'est très précieux et c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Tech France. Et ce sont en plus des univers qui avancent souvent en silo, donc c'est toujours important d'essayer de les connecter au maximum. Et toi d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu as la vue des deux côtés de l'Atlantique sur ce qui se passe dans le monde de l'enseignement supérieur, qui a beaucoup été bouleversé ces 12 derniers mois. Est-ce que tu vois des différences déjà dans le lien start-up-établissement entre les US et la France ? Et c'est quoi pour toi les gros défis du coup pour le sup ? Parce que moi j'en ai quelques-uns en tête, j'en parle beaucoup ces derniers temps, mais c'est intéressant, tu as le double prisme des deux côtés de l'Atlantique, donc on t'écoute sur cet aspect-là. Alors il y a une différence fondamentale, c'est sur le rapport à l'innovation et aux startups. Effectivement, l'Europe, c'est plutôt les startups qui essaient d'aider l'enseignement supérieur. Alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt les institutions de formation, avec d'autres moyens certes, mais qui vont aider les startups pour leur permettre d'éclore, de se staffer sur le campus, de leur passer des locaux, etc. Donc on commence à voir ces tendances-là arriver en Europe, mais c'est encore assez timide par rapport aux moyens qui sont déployés aux États-Unis. Mais c'est pas simplement de faire le constat de se dire bon maintenant on fait autrement. Je pense que c'est toute une chaîne de financement qui est fondamentalement différente dans les pays anglo-saxons par rapport à l'Europe et à la France notamment. Donc ça, c'est le constat. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a des institutions de formation aux États-Unis qui ont des budgets annuels de plusieurs milliards de dollars, alors qu'en France, en général, les grosses institutions font un peu plus de 100 millions de budget annuel quand ça se passe bien, voire 200 millions grand maximum. Donc on voit déjà que les échelles de comparaison sont vraiment radicalement différentes. Donc le simple fait de faire le constat, de se dire c'est comme ça, n'est pas suffisant, ne permet pas forcément de trouver une solution, mais en tout cas je pense qu'il devrait faire réfléchir nos politiques sur la manière d'envisager le croisement entre innovation, financement et enseignement supérieur, parce que ça, pour le moins, ça fait se poser des questions. Ensuite, les défis actuels, compte tenu de ces contraintes-là et de ce panorama-là qui est tel qu'il est, donc il faut faire avec, je pense qu'il repose beaucoup sur laisser la capacité à un environnement de formation, à la fois en enseignement supérieur et en formation professionnelle et continue, d'innover aussi vite et bien que peuvent le faire les pays anglo-saxons. Si je prends juste une tendance qui est en train d'arriver très très fort aujourd'hui, c'est l'apprentissage en communauté, ce qu'on appelle le cohort-based learning aux États-Unis. Ce sont des formations qu'on pourrait assimiler à des bootcamps sur quelques semaines assez intensifs où finalement la formation, la plus-value de la formation réside dans le lien qu'on arrive à créer pour créer une atmosphère et un environnement d'apprentissage ensemble dans des univers qui peuvent être aussi variés que l'écriture. Moi, je suis par exemple une formation actuellement que je termine avec une institution américaine qui s'appelle OnDeck pour parfaire mon écriture en ligne. Peut-être ça me donnera l'opportunité
d'écrire un autre livre un jour, mais en tout cas, j'ai pu découvrir par ce biais-là la puissance de l'apprentissage par cohorte, et c'est assez fabuleux. Tout ça, ce sont des opportunités que finalement, quand on observe de près, l'enseignement supérieur en France peut saisir, parce que c'est pas des investissements très lourds, c'est un peu de méthode. Quelque part, les Américains valident que ça fonctionne, et je pense que les Américains n'ont pas forcément à former comme moi tous les Européens qui s'intéressent à une matière comme l'écriture ou la formation au no-code ou le marketing digital. Finalement, on peut aussi avoir nos propres formations en Europe et en France, et c'est ce qui est en train de se passer, mais ce serait bien que ça se passe avec les établissements d'enseignement supérieur, je pense, parce que sinon, ça peut représenter un danger pour leur développement, vu qu'elles sont plutôt sur des formations longues, accréditées, très formatées, et le monde de l'innovation est en train d'accélérer en ce moment, particulièrement depuis que le Covid a frappé. Complètement, et il faut faire attention à ce que la fracture ne grossisse pas entre justement le monde professionnel où on sait qu'on va tous faire 10, 14 métiers tout au long de notre vie et la formation enseignement supérieur. Et du coup, je te rejoins parfaitement, l'enjeu est sur les liens à construire entre les deux mondes et sur la transformation du rôle de l'enseignant. Tu parlais de peer-to-peer learning et de bootcamp. C'est vrai que l'enseignant aujourd'hui, le formateur peut pas être dans une posture descendante. Les gens ne veulent plus ça, et il y a aussi toute une réflexion pédagogique derrière, donc je te rejoins parfaitement. Oui, ce sont des sujets compliqués, mais il y a un vrai enjeu d'arriver à s'adapter, ou au moins à compléter la formation existante qui est très très bonne en Europe et en France, mais la compléter avec ces meilleures pratiques qui sont en train d'éclore. Comme d'habitude, c'est l'innovation en éducation arrive assez souvent de l'Asie et des États-Unis, mais là je pense qu'il y a aussi des opportunités pour l'Europe, et c'est ça que je regarde en ce moment. Oui, et en parlant d'innovation, on a parlé de ton innovation, parce qu'à défaut d'un deuxième livre, tu as lancé Clind, qui est donc un projet justement lié au fait d'apprendre et d'apprendre tout au long de la vie, en mettant l'intelligence artificielle au service de l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous pitcher Clind? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec Clind? Pourquoi est-ce que j'utilise Clind? Alors Clind, c'est, comme je le disais en préambule, c'est une application mobile qui permet de lire moins et de retenir ou apprendre plus. Alors comment on fait ça? Parce que la promesse peut paraître intéressante en quelques mots. J'achète, Phil. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a besoin d'être intentionnel pour se forger, on va dire, un écosystème qui permet de filtrer du contenu qui soit intéressant pour chacun de nous. Un contenu intéressant pour toi, Anne-Charlotte, dans l'éducation, et peut-être un contenu qui peut être intéressant pour moi dans un autre domaine qui est peut-être l'écriture ou le no-code, par exemple. On a besoin d'avoir un système et des outils qui vont nous permettre de résoudre ce problème qu'on a aujourd'hui, tous, chacun de nous, c'est d'avoir une pléthore de contenus à consommer, de qualité, mais de ne pas savoir finalement où donner de la tête et où investir notre temps, qui est toujours stable en termes de temps disponible pour consommer ces contenus. Donc Clind, qu'est-ce que ça fait? Dans un premier temps, ça permet de lire des résumés d'experts sur justement qui ont déniché, filtré des contenus intéressants pour eux et qu'ils souhaitent partager avec d'autres, ce qui va permettre d'accéder à des contenus de manière rapide, simple, et avec la filtration qui a été déjà faite par des experts, et de nous laisser l'opportunité d'aller plus loin si on le souhaite, aller consommer le contenu source d'origine. Et après, il y a un deuxième cas d'usage qui est d'utiliser Clind comme un outil qui permet de conserver toutes ces connaissances personnelles, ce qu'on appelle le Personal Knowledge Management en anglais, et donc de remonter tous ces liens, ces bookmarks d'articles, de podcasts, de vidéos qu'on veut consommer plus tard, et où on se dit, tiens, j'ai pas le temps, mais j'ai envie de lire ça, parce que ça peut m'apprendre quelque chose. Donc de les conserver dans Clind, et quand on souhaite y revenir, d'écrire des petits résumés sur ce qu'on souhaite retenir de ces contenus. Ça, on le garde soit pour nous, soit on a envie de le partager au public, et donc du coup, on devient également ce qu'on appelle un créateur de résumés, un curateur, et on partage ces contenus, ce qui va permettre de construire une notoriété autour de l'expertise qu'on développe, par exemple autour de l'éducation.
Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, tu valorises en plus l'apprentissage de connaissances sur des sujets précis grâce au partage. Donc, il y a à la fois le filtre et l'aspect social. C'est passionnant. Et surtout, tu vois, moi, j'ai 132 favoris listés dans mon navigateur. J'en fais rien et j'imagine que je suis pas C'est du tout la exactement seule. ce cas d'usage qu'on se propose de résoudre avec Clang. On a tous des favoris dans tous les sens, dans plusieurs navigateurs en général, puisqu'on a tous en général un PC et un smartphone. Et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on souhaite les consommer? Est-ce qu'on souhaite pas les consommer? Alors certains vont dire que si on les consomme pas, c'est qu'on ne devait pas les consommer, mais je suis pas sûr de C'est ça. faux. J'ai créé une routine grâce à Klein, vu que je lis beaucoup et que j'ai envie de retenir quand même un petit peu de ce que je lis. Chaque jour, je me crée une routine de lire au moins un article de fond, de le résumer. Et ce qui me force à la réflexion, ce qui me force à écrire, puisque je valorise beaucoup la culture de l'écrit, et surtout ce qui me force à réfléchir, parce qu'écrire, c'est réfléchir. Donc le fait de quelque part créer un réseau social où on peut apprendre ensemble, je pense que ça fait partie des nouvelles tendances qui devraient apparaître dans les années à venir, parce qu'un réseau social n'est pas forcément voué qu'à montrer que vous êtes en vacances sur la plage en train de siroter un beau cocktail. Ça peut aussi servir à apprendre ensemble mieux et sur une approche de partage de connaissances qui peut être très intéressante. Complètement, et avec une profondeur aussi selon les sujets, puisque le problème souvent des réseaux sociaux, c'est que ça reste très superficiel, mais de par la curation faite par l'IA en amont, comme c'est des sujets de fond qui nous intéressent, c'est vrai que l'acquisition des compétences se fait beaucoup plus facilement. Et justement, sur cet aspect intelligence artificielle, du coup, comment est-ce que ça s'organise? C'est dans le choix du contenu, c'est adapté à chaque profil, c'est ça? Alors l'IA, au début, comme je le décrivais, vous avez deux types d'utilisateurs dans Clang. Soit vous êtes passif et vous êtes lecteur de résumés. Et donc là, il y a une problématique de recommandation de résumés par rapport au centre d'intérêt qu'on vous demande de déclarer au départ, ce qui vous intéresse, qui peuvent être très variés. Hein. Vous pouvez vous intéresser à la tech, mais il n'y a pas que la tech ou le business dans la vie. Il peut y avoir les arts, le gaming pour certains. Donc le fait de pouvoir proposer les résumés qui sont les plus pertinents par rapport à vos centres d'intérêt ou là où vous souhaitez creuser, ça va être le rôle de l'algorithme qu'on a développé, qui s'appuie à la fois sur des actions positives, on va dire, que vous faites dans l'application. Si vous écrivez un résumé sur un article sur l'éducation, par exemple, notre algo va comprendre que c'est ce il faut vous proposer à l'avenir. Et si vous n'écrivez pas encore et que vous lisez et que vous likez ou que vous suivez des créateurs qui font des résumés sur l'éducation, on va aussi en déduire que c'est quand même un sujet qui vous intéresse et on va vous le proposer. Et donc l'algorithme est essentiellement basé sur cet exercice de recommandation qui est assez compliqué. Hein. Si on parle d'un autre domaine dans la musique, je pense que Spotify a mis plusieurs années à faire un algorithme cohérent. Donc aujourd'hui, l'algorithme nous permet d'avoir pour les utilisateurs passifs des contenus qui sont les plus personnalisés possibles afin qu'ils viennent toujours et puissent toujours trouver quelque chose d'intéressant quand ils viennent dans Clang pour découvrir des contenus. Oui, ce que je trouve génial, c'est l'idée, tu parlais de routine, j'aime beaucoup l'idée de cercle vertueux où tu as toi les outils à portée de main sur ton mobile pour t'améliorer et pour apprendre en parallèle de ta vie professionnelle. Et ça, je trouve que c'est un message hyper fort de te dire que t'es pas obligé d'apprendre que dans ton métier, t'es pas obligé d'apprendre que en faisant une formation, tu peux aussi apprendre au quotidien par toi-même sur des tranches de vie qui sont du coup le matin, le midi, le soir, enfin quand tu veux, sur demande. Oui, apprendre, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, quand on souhaite apprendre, il faut être actif en fait. Et donc, ça veut dire qu'on a des routines. Apprendre, c'est sans doute un peu comme la pratique d'un sport. Si c'est pas difficile, c'est que vous le faites sans doute pas assez bien. Il doit y avoir ce sentiment de, voilà, comment je le fais, pourquoi je le fais, comment je m'organise pour le faire. Donc, pas forcément très difficile, mais je pense que c'est important d'être intentionnel par rapport à son apprentissage et à sa routine d'apprenant au quotidien. Et pourquoi c'est important? Parce que quoi que vous fassiez, que vous soyez salarié, employeur, étudiant, vous allez devoir développer cette capacité à apprendre tout au long de votre vie.
pour pouvoir garder de la valeur, que vous soyez employé, en activité ou porteur d'une idée d'entrepreneuriat mais pas encore lancée. Vous avez tout le temps besoin de cultiver cet actif qui est où sont vos connaissances et quelle est votre manière de structurer, de trouver et d'organiser vos connaissances personnelles. Et c'est d'ailleurs la compétence à avoir pour la vie future. C'est peut-être même la seule d'ailleurs. Je pense que dans le monde professionnel, voilà, si on dit qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans la vie professionnelle, je pense que apprendre à apprendre, c'est sans doute ce qui compte le plus. Complètement. Et si on revient sur le cycle de business de Klein, tu as levé de l'argent en 2020. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as levé tout cet argent, Gilles? Alors j'ai levé en 2020 parce que je savais que je me lançais dans une aventure qui pouvait être difficile par rapport à mon passé. Donc je pense que c'est important d'être conscient d'où on vient. Moi je venais d'un univers B2B qui n'était pas le business des apps consumer. Donc j'avais besoin à la fois de me laisser du temps pour devenir meilleur dans ce domaine-là. Et je pense que ça va mieux là maintenant. Et à la fois comprendre ce qu'il y avait de possible en termes de solutions à développer, auprès de qui la vendre, comment la positionner, quelles propositions de valeur adopter. Et donc en 2020, c'était une grande année d'exploration où on a testé avec une équipe que j'ai constituée sur ce projet Klein. On a testé plein de cas d'usage, plein de typologies de clients possibles, à la fois auprès d'organisations, auprès de communautés, etc. Tout ça pour arriver finalement en 2021 au lancement de cette app, deuxième version là, depuis 2 mois de Klein, qui est très orientée particulier, donc app consumer, avec la volonté de créer cette communauté d'apprenants ou de curateurs qui vont à la fois lire et écrire des résumés quotidiennement. Donc aujourd'hui, où on en est, on a lancé l'app dans 45 pays avec un objectif numéro un qui est quand même les États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est déjà très familier de tout ce qui tourne autour de la productivité, des routines personnelles et de l'économie des créateurs, hein, puisque nous, on s'est aperçu que les premiers utilisateurs de Klein étaient des personnes qui étaient à l'aise avec l'écrit, qui en général avaient des newsletters et qui cherchaient à se construire une audience autour de leur écriture. Et donc, c'est ceux qu'on retrouve en curateur public dans Klein aujourd'hui. Et donc, on a lancé cette app, on a eu un peu plus de 5000 téléchargements à date. Et avant de passer à l'échelle, on améliore chaque semaine notre app. Et on a également lancé une newsletter qui s'appelle The Timestamp, qui chaque dimanche, en fait, permet d'illustrer le propos que j'avais de Read Less, Learn More, donc lire moins et apprendre plus, et qui met en lumière 5 mini-résumés qui ont été réalisés dans la semaine par nos curateurs publics. Donc voilà, en termes de nombre de salariés, on est une app consumer, donc on n'a pas vocation à être beaucoup, on est une petite dizaine, ce qui est déjà pas mal quand on lance une app. Et voilà, je suis très fier de mon équipe. Ils sont beaucoup issus de l'industrie pure mobile, consumer, et donc ça permet de progresser très vite sur Klein. J'ai aussi embarqué dans l'équipe des anciennes Sticky Ads. J'ai beaucoup de fierté à avoir avec moi. En tout cas, bravo. C'est pas que l'ancienne prof de lettres qui parle, parce que j'ai enseigné le français, donc tout ce qui touche à la lecture, j'adore. Mais je trouve ça génial d'avoir réussi à te relancer. Tu vois, c'est vraiment toute la beauté du métier de l'entrepreneur, c'est que plus tu fais de projets, plus le projet d'après il est excellent. Et du coup, moi, je crois très fort à Klein et je suis ravie de voir l'avancée que vous avez faite sur les 12 derniers mois. Et du coup, je te souhaite le même succès que dans la précédente aventure. Et j'avais une dernière question pour toi, Gilles, parce que j'ai dit que tu étais l'entrepreneur parfait tout à l'heure, donc ça te met une grosse pression pour cette réponse. Du coup, qu'est-ce qu'est pour toi un bon entrepreneur? Et je te pose la question maintenant avec justement tes expériences passées. C'est quoi pour toi un bon entrepreneur? Et attention, parce que tout le monde t'écoute, donc il faut que ça soit des conseils pratiques. Pratique, alors tu vas me dire si c'est assez pratique, mais pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a 2 atouts, en fait, qui sont très liés l'un à l'autre. C'est d'abord une posture d'humilité qui fait que quand on est entrepreneur, je pense que
en particulier dans l'innovation, on doit être à l'aise avec le fait qu'on a plein de choses à apprendre et ce qu'on sait n'est pas suffisant. Donc, le monde va très vite. Il y a des outils qui sortent tous les jours, des apps qui sortent tous les jours, de nouvelles formations qui sortent tous les jours, de nouvelles manières d'enseigner. Donc, il faut être vraiment très flexible d'esprit pour pouvoir avoir cette présence d'esprit à se dire que on ne sait pas. Donc, ça peut paraître très antique comme conseil, mais c'est vrai. On prend. Et donc, du coup, ce qui est lié à ça, c'est qu'il faut apprendre constamment. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure que moi-même, je suivais une formation. Je fais attention, même en étant entrepreneur très pris, à garder du temps pour lire et pour écrire. Donc, je lis beaucoup, j'écris régulièrement, pas que avec Klein. Et tout ça pour me mettre constamment dans une situation d'apprenant. Et pour moi, un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va pouvoir démontrer sa force en étant à l'aise avec le fait qu'il ne sait pas tout et qu'il a encore à apprendre. Donc ça, je pense que c'est une force. Je suis bien placé pour parler de ce sujet. Si on parle des exiteurs, donc ces entrepreneurs qui ont vendu une société au moins une fois auparavant, je pense qu'il faut toujours se méfier des conseils qu'ils peuvent donner parce que on peut très vite avoir le syndrome de j'ai tout fait, j'ai tout vu et je donne des conseils, mais malheureusement le monde va tellement vite dans l'innovation que c'est difficile de raisonner comme ça et donc toujours savoir se dire que ce qu'on a vu n'est pas forcément ce qu'on peut voir aujourd'hui et que ça change très vite nous donne plus de chances de réussir finalement et de maximiser nos chances de succès. Ouais. Merci beaucoup pour ces précieux éclairages. Tu n'as pas le syndrome du tout de celui qui a déjà tout fait, tout vu. Au contraire, c'était extrêmement rafraîchissant de t'entendre parler sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Gilles. Merci Anne-Charlotte. Que ça va inspirer les gens autant que ça m'a inspiré. Donc, encore, à très bientôt. Merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer sur ce podcast. Je passe le coucou à Maxime aussi qui nous a mis en relation. Salut Maxime. Et abonnez-vous à la newsletter parce que je vais le faire juste après la fin de cet enregistrement. Top. Merci Gilles. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite. Ciao. Au revoir. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.